Bonsoir les amis. Bienvenue à votre événement Future of IT. On peut vous applaudir. Merci à tous d'être là. Bonsoir Julien. Bonsoir Sébastien. Ça fait 3 ans qu'on attend ça. Donc bonsoir les amis et bienvenue chez vous. C'est grâce à vous si depuis 3 ans, pendant la Covid, on a résisté, on s'est inventé sur le plan digital, on s'est développé sur l'univers des médias, mais rien de tel que de se retrouver et de revenir à une très jolie formule. Donc je crois qu'on peut à nouveau s'applaudir et vous applaudir. C'est à vous qu'il faut dire merci. Bon, comme moi je suis en pré-retraite, je laisse faire Julien. J'espère que je vais gratter 2 ans quand même. Oui. Voilà. En attendant de passer une très belle soirée, je vous retrouve pour le prix du committee manager. Passez une très belle soirée à toutes. Bye. Merci Sébastien. Effectivement, 3 ans pendant lesquels on a créé l'Agora des RSSI, 3 ans pendant lesquels on s'est développé dans toutes les régions de France. Ce soir, vous êtes plus de 180 managers à venir de l'ensemble du territoire. Et pour ouvrir cette soirée, je vais également appeler le comité de pilotage et le comité éditorial des 3 clubs, l'Agora des DSI, l'Agora des RSSI, l'Agora des Chief Data Officers, qui pour la première fois, grâce à eux, permettent de créer un événement réunissant les 3 métiers. J'appelle Ludovic Tassi du groupe Alain Flelou, Jackie Galichet de l'Académie de Normandie, on peut les applaudir s'il vous plaît, Carmen Marnet DSI de JC Deco France, Franck Palais de Dimotrans, Thomas Germain du SPI Batignolles, qui est pas avec nous par la pensée, Angélique Bidot de SNCF Connect, Marie-Jeanne Fréa de Clarins, Vincent Cadoré d'Europecar Mobility, Gérard Lémarie d'Europe Assistance, Franck Rouxel de Mind Technology et Marjorie Huette de Decra. Merci de les applaudir s'il vous plaît. Alors normalement vous avez un micro, mais si vous ne l'avez pas, on va vous le passer dans quelques instants, parce que c'est grâce à ce comité, à ces comités de pilotage que nous avons pu résister, qu'on a le plaisir de vous réunir tout au long de l'année. Alors d'abord peut-être, alors effectivement malheureusement je ne peux pas donner la parole à tout le monde, mais ça fait 1 an qu'on travaille ensemble pour créer cet événement. Ça fait plus de 3 ans que les 3 Agoras continuent d'exister malgré les confinements successifs. Alors peut-être Ludovic, je vais commencer par l'Agora des DSI, parce que l'Agora des DSI a connu un gala. On va t'apporter un micro dans quelques instants Ludovic. Sinon je peux aussi faire des claquettes, je peux faire une danse, je peux faire plein de choses. Voilà. Merci beaucoup. Ludovic, peut-être un mot de bienvenue. On a connu le gala des DSI, on a connu le gala Risk IT. La scène est très impressionnante. Ça fait 4 ans que ça ne nous est pas arrivé. Donc, comme le disait Sébastien, c'est un vrai renouveau. Et je suis très content parce que cette année et pendant 1 an, on n'a pas parlé qu'entre DSI, on a parlé entre DSI, RSSI, data. On a appris plein de choses qui étaient assez compliquées, etc. Ça nous a fait du bien à nous DSI. Et je pense que ce soir, on va encore passer une très belle soirée à apprendre plein de choses. Merci beaucoup Ludovic. Voilà. Merci infiniment. Je te laisse passer le micro à Vincent Cadoré pour l'Agora des Chief Data Officers. On peut applaudir Ludovic, je croyais que vous aviez commencé, mais... Bonsoir à tous. On est tous ravis de vous voir ici, bien sûr. Le sujet data, vous le connaissez, vous le pratiquez, même si vous n'êtes pas Chief Data Officer, c'est un sujet d'actualité. Et l'intérêt du club, vous le savez, c'est le partage. L'intérêt d'avoir des échanges approfondis sur tout le périmètre, en confiance avec nos pairs. Bon, je crois que la soirée qu'on a devant nous, là, ce soir, est l'exemple parfait de cet échange. Merci. Merci beaucoup Vincent, et merci à l'Agora des Chief Data Officers. Marjorie Huette, membre du comité de pilotage de l'Agora des RSSI, qu'on a créé il y a 3 ans, en plein confinement. Et complètement. Donc moi, je vous ai rejoint il y a 2 ans à peu près. Pour les RSSI, c'est le premier gala. Et c'est pour nous vraiment un beau succès d'avoir pu partager sur les différentes rooms. Une chance d'être avec les DSI et les Chief Data Officers. Voilà. Et puis je remercie Gérard. Qui va nous rejoindre à un moment donné, très sûrement. Mais Franck va dire un mot sur la création de l'Agora des RSSI. On va appeler Franck, qui est cofondateur.
cofondateur de l'Agora des RSSI et co-président. Merci beaucoup. Merci Marjorie. On peut t'applaudir. Bonsoir à tous. On se croit à Monaco pour les RSSI, donc je pense qu'on arrive à garder le même standard. Une belle aventure, l'Agora des RSSI, créée à un moment, parce qu'on a mis les challenges effectivement juste avant qu'un mardi ils nous disent restez tous chez vous. Et donc un grand succès. Merci à tous d'être présents. Un grand plaisir, un grand moment de partage avec les DSI et les CDO. Et profitez tous de votre soirée. Merci beaucoup, merci à tous et tous. Je vais vous inviter à regagner vos tables et pendant ce temps-là, et je vais te laisser déposer. Merci beaucoup, si tu peux. Merci infiniment, on peut les applaudir, merci beaucoup. Pendant que vous regagnez vos tables, je vais annoncer le programme de la soirée. On aura l'honneur d'accueillir pour une table ronde sur le thème IA, Green, Cyber, quel futur pour nos entreprises. On aura l'honneur de recevoir Laure Malhergue, qui est fondatrice et CEO de Displace, Anthony Afflelou, président directeur général du groupe Alain Afflelou, et Jean-Marie Messier, président fondateur de Messier et Associés. Une table ronde prometteuse animée par le brillant Marcel You, éditorialiste économique, auteur de ChatGPT School pour les étudiants. On recevra également Cédric Cibeau-Voisin, directeur général de EasyVista, Christine Bertolu de Cisco sur le thème de la collaboration, David Rodriguez de Sentinel One sur le thème de l'IA dans la cyber. Et tout de suite, je laisse la place et j'appelle à me rejoindre sur scène Nicolas Leroy-Fleuriot, président fondateur de Keops Technologies sur le thème de la souveraineté numérique. On peut l'applaudir. Nicolas, c'est à toi. Tu as 7 minutes sur le thème de la souveraineté numérique. Oui, si le micro fonctionne, est-ce que le micro fonctionne? Le micro va fonctionner dans un instant. S'il ne fonctionne pas, je suis à côté, Nicolas. Bon. D'abord, mesdames, messieurs, c'est extrêmement difficile et je sais maintenant le piège que m'ont tendu Julien et Sébastien Guénard. C'est à moi que revient le privilège de, comment dire, on appelait ça les chauffeurs de salle. Donc je vais être obligé de chauffer la salle et de vous provoquer un peu. Alors en 2 mots et en hypersynthèse, et je vais essayer de capter votre attention pendant 7 minutes, ce qui est un exploit. Je vais vous demander si vous voulez bien m'aider à garder votre attention. Je suis donc le président, directeur général et fondateur de Keops Technologies, une entreprise de services numériques de 700 personnes qui a encore son siège social en France, qui a résisté à l'appel des États-Unis. Et je suis resté fiscalement résident français. Autant vous dire que je suis un petit peu masochiste, comme un certain nombre de personnes parmi nous ce soir. Bien, ceci étant, l'instant est grave et j'ai un message extrêmement grave à vous passer. Je vais pas vous parler de souveraineté parce que je déteste ce mot qui veut tout et rien dire. Je vais vous parler de confidentialité des données. Savez-vous que lorsque vous échangez un mail qui est hébergé chez un opérateur de cloud étranger, quel qu'il soit, bien sûr, il peut être chinois, bien sûr, il peut être américain, parce qu'il faut être honnête, la plupart sont quand même de ces pays-là. Eh bien, quand vous échangez un mail, il n'y a aucune confidentialité, parce que vous avez vu la puissance de ChatGPT, vous avez vu ce qu'on peut faire avec un outil d'IA. Évidemment, pour des entreprises comme celle-ci, il s'agit d'une formalité que de faire de l'analyse syntaxique et d'en tirer les enseignements qui s'imposent pour savoir quels sont vos centres d'intérêt, savoir qui vous êtes, savoir qu'est-ce que vous projetez, savoir quelle est votre vie, et imaginez quand vous avez déposé tout un tas d'informations confidentielles sur Facebook, sur Instagram ou sur un certain nombre de réseaux sociaux comme LinkedIn, pour ne pas les nommer. Vous n'avez donc aucune confidentialité des données, y compris chez les opérateurs de cloud étrangers, qui vont donc exploiter toutes les données, et c'est légal puisque vous avez, sans le savoir, signé une politique, une LUC, une licence user compliance, qui leur permet de faire ça. Donc je suis navré de vous dire, messieurs, à ma table de gauche, que tout ce que vous allez écrire, dire, sera forcément à un moment ou à un autre utilisé. Tout cela n'est pas grave. Sauf quand vous faites partie d'une entreprise qui, par exemple, gère des données extrêmement confidentielles comme des brevets, de la R&D, un service R&D qui échange des données entre personnes de la R&D, eh bien vous avez potentiellement un mail ou des échanges de données qui vont être utilisés dans ce qu'on appelle le Cloud Act. Parce que figurez-vous que nos amis américains que nous fréquentons chez Keops au quotidien
sont très forts pour le business. Je pense que vous serez tous d'accord avec moi. Les Américains ne sont pas des lapins de 3 semaines dans le business. Et évidemment, avec le Cloud Act, ils ont tout prévu. Tout prévu, y compris, et c'est aujourd'hui une décision administrative et non plus une décision judiciaire, ils peuvent récupérer à travers une simple décision administrative toutes les données d'une entreprise hébergée chez un opérateur américain, où que soient hébergées ces données. Le Cloud Act, c'est une société de droit américain qui va donc avoir des data centers partout dans le monde, mais à partir du moment où elle est de droit américain, elle doit remettre les données sur une décision administrative. Autant vous dire que c'est extrêmement simple aujourd'hui quand vous êtes dans une entreprise qui est compétitive, qui va aller éventuellement faire de l'ombre à une entreprise américaine. C'est extrêmement simple pour le concurrent américain de faire une requête administrative et de récupérer toutes les données, votre fichier client, vos brevets, vos mails, tout ce qui est hébergé par une société américaine. Vous devez le savoir. Je ne suis pas là pour me fâcher avec nos amis américains, bien sûr, puisqu'on travaille avec eux au quotidien. Mais aujourd'hui, chez Keops, à la demande de nos clients. Et vous savez, si l'État français, qui a pris la décision de sortir une circulaire à travers la DINUM, la direction du numérique, pour demander à ces instances publiques de ne plus héberger leur messagerie chez les GAFAM, si l'État français a fait ça, ce n'est pas pour se fâcher avec Google ou avec Microsoft. C'est parce qu'il considère qu'il y a un risque de sécurité pour le territoire français et un risque de compétitivité mondiale pour les entreprises françaises. Donc je voudrais vous dire que grâce ou à cause de la demande de nos clients, nous, chez Keops Technologies, nous sommes une société, donc encore une fois, de 700 personnes. On opère 5 data centers en France, 3 en Suisse. Nous avons décidé de sortir une offre qui s'appelle Made in France, de manière à vous garantir une messagerie souveraine, intégrée avec une visio, intégrée avec un chat, intégrée avec un drive. Et mon cahier des charges auprès de mes équipes de R&D était, il y a 2 ans et demi, de ne pas changer l'expérience utilisateur, c'est-à-dire de faire en sorte que tout ça soit interfacé avec Outlook, de manière à ce qu'il n'y ait pas de remise en cause de l'expérience utilisateur. Alors je ne suis pas là pour vous vendre Made in France, contrairement à ce que vous pourriez penser à l'heure qu'il est. Je suis là simplement pour vous dire que si vous êtes DSI, si vous êtes RSSI, vous devez être sensibilisé à ce qu'est le Cloud Act. Ne vous laissez pas endormir. Sachez que si votre entreprise est concurrente avec une entreprise américaine ou étrangère, vous pouvez à ce moment-là, être soumis à une transmission de toutes vos données sans même que vous ne le sachiez. Et pourquoi ? Parce que les Américains, encore une fois, sont toujours très intelligents et en intelligence de business. Moi, j'ai beaucoup d'amis américains et je leur reconnais cela et je prends des leçons avec eux depuis 20 ans. C'est qu'ils ont prévu que soit obligé, l'opérateur américain soit obligé de vous prévenir sur la transmission de vos données, si et seulement si, ça n'est pas un risque de sécurité pour le territoire. Figurez-vous que quand société française, vous venez piquer des parts de marché à une société américaine que potentiellement vous pouvez mettre en difficulté, vous devenez un risque de sécurité pour le territoire et vos données seront transmises sans même que vous en soyez informé. Voilà, je n'ai pas besoin de 7 minutes de plus pour vous expliquer que c'est un sujet extrêmement sensible. Et vous savez, on est plusieurs à le dire, qu'en 2023, les données, c'est l'or noir du XXIe siècle. Vous devez savoir que celui qui aura le pouvoir demain, si moi j'ai accès à vos données, j'aurai le pouvoir sur vous. Si une puissance étrangère a accès à vos données, il aura le pouvoir sur vous. Vous devez être sensible à cela. Je n'ai rien de plus à vous vendre que de vous parler de Made in France, qui est une offre, la première offre SaaS de Keops Technologies. Il y en aura d'autres à venir. Après avoir commencé à déployer le marché français, nous ferons Made in Switzerland avec, pareil, la même technologie, mais basée en Suisse et opérée par des Suisses. Nous avons choisi de ne pas faire du nearshore, nous avons choisi de ne pas faire du offshore. Nous opérons 5 data centers en France avec des centres français, avec des centres de services français. Et je pense que tout ça aujourd'hui, finalement, était notre stratégie avant l'heure. Tout cela nous rend réellement souverains et surtout, tout cela vous garantit contractuellement une confidentialité de vos données, vous garantit une réversibilité, vous garantit des pénalités en cas d'indisponibilité de l'application de messagerie. Et vous garantit un taux de disponibilité et un RTO contractuel. Voilà. Vous voyez, on sait quand même aussi aujourd'hui faire aussi bien que les Américains parce que finalement, faire fonctionner une messagerie en 7/7, 24/24, c'est pas si compliqué que ça si on y met les moyens, les technologies qui vont bien. Merci de votre attention. C'était compliqué de vous tenir pendant 7 minutes. Merci beaucoup Nicolas.
pour ces 7 minutes d'introduction. Et maintenant, je vous le disais, j'ai le plaisir d'accueillir sur scène David Rodriguez, Regional Account Manager chez SentinelOne. David, je t'invite à me rejoindre sur la scène. Et on va parler ensemble, et on peut l'applaudir aussi, ben oui. Merci. Ah ouais, ça marche en plus. Super. Bonjour à tous. Alors, on va parler ensemble d'intelligence artificielle dans la cyber. À chaque fois, on pose cette question, mais finalement, c'est peut-être le plus important. Est-ce que c'est une opportunité ou est-ce que c'est une menace? Quelle est ta vision aujourd'hui du sujet? Alors, un petit peu des deux. Merci pour cette question un peu vague qui me permet de traiter le sujet, mais c'est vrai qu'on entend parler depuis longtemps d'intelligence artificielle maintenant. Ça fait quelques années qu'on entend parler de ce sujet et de machine learning. Alors aujourd'hui, il y a des sociétés comme SentinelOne que je représente qui utilisent ces technologies pour analyser des volumétries très importantes de data. Donc ça, c'est des choses qui sont faites depuis un certain temps. Et alors notamment par rapport effectivement à cette analyse, donc je disais, de données, mais aussi pour pouvoir répondre à la vitesse de la machine à des menaces. Alors après, je ne sais pas si la question parlait aussi d'intelligence artificielle générative. Alors, il y a l'intelligence artificielle et le machine learning aussi. Est-ce que finalement, quelle est la différence entre les deux? Parce que le machine learning, on en parle depuis longtemps. Quelle est la différence entre l'IA générative et le machine learning? Alors effectivement, l'intelligence artificielle et le machine learning, ça c'est des outils, comme je le disais, qui sont utilisés depuis maintenant longtemps. Mais depuis novembre 2022, je crois que c'est la date de création de ChatGPT, donc il y a un moteur d'intelligence artificielle générative bien connu. On a effectivement de belles opportunités. Je crois que les sociétés aujourd'hui ont conscience du gain de productivité qu'on peut avoir grâce à ces outils. Je crois que c'était plus de 100 millions d'utilisateurs 2 mois après la création de ChatGPT, 100 millions d'utilisateurs, et je crois que c'était plus de 13 millions de visites quotidiennes sur ChatGPT. Néanmoins, il y a effectivement de vraies menaces également qui sont liées à ça. Et je crois parce que finalement, la force est plus grande, la force des attaquants aujourd'hui, avec l'IA? Alors, il y a plusieurs types de menaces, effectivement. Donc, il va y avoir des menaces liées à l'utilisation de ces solutions par des attaquants, mais pas que. On va avoir des menaces OpenAI, donc qui est la société mère de ChatGPT, nous met en garde face à l'utilisation de cette technologie. On va avoir des menaces notamment liées à des processus et à des réglementations, donc comme des risques liés à la vie privée, puisqu'il peut y avoir des informations à caractère personnel évidemment, comme la confidentialité, l'intégrité des données, puisqu'on ne peut pas faire confiance à 100% à ce genre d'outils. Donc je disais des problématiques juridiques et réglementaires, que ce soit par rapport aux droits d'utilisateur, mais aussi par rapport à certaines réglementations locales, des risques de réputation, parce qu'il y a des outils aujourd'hui qui permettent facilement de détecter l'utilisation d'une IA générative, des risques de coûts également potentiels, puisque on le voit avec Microsoft, mais ce n'est pas les seuls, quand on a une dépendance un petit peu forte à une certaine solution, on peut avoir des augmentations de coûts inattendues. On le voit depuis le mois de février, il y a une version maintenant payante de ChatGPT, voilà, c'est que le début. Et comme tu le disais, il y a effectivement tout un ensemble de menaces qui vont être liées à l'utilisation de ces outils par des hackers, par des personnes mal intentionnées. Et là, effectivement, on a des chercheurs qui ont découvert qu'il était possible d'utiliser ChatGPT pour générer à la volée des malwares. Donc, ce qui peut effectivement faire un petit peu peur. Donc, sans forcément de compétences ou sans beaucoup de compétences, on va pouvoir générer des malwares et même pour générer des mails de phishing. C'est assez simple d'imaginer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut demander à l'IA de générer des mails de phishing. Donc moi, qui ne sais pas du tout faire ce genre de choses, l'IA peut le faire pour moi. C'est quasiment ça, puisqu'en fait, c'est un outil basé sur le dialogue, ChatGPT. Donc on peut effectivement très facilement imaginer la création de mails de phishing très élaborés, très facilement, sans forcément de compétences. Donc tu peux le faire même si tu n'es pas un hacker chevronné, et le faire de n'importe où, dans n'importe quelle langue. Donc ça, effectivement, ça fait partie des menaces. Maintenant, c'est aussi une opportunité. C'est pour ça que ta question de départ me permet aussi de rebondir là-dessus.
puisque, alors il faut aussi, je rajoute, pas du tout exclure l'idée que demain soient créés des dark GPT, puisqu'on commence à voir des techniques aujourd'hui sur le dark web qui permettent effectivement d'éviter les politiques de contenu d'OpenAI qui ne permettent pas logiquement les utilisations qu'on a dit tout à l'heure. Et à la place de ces exclusions, on va bientôt voir, en tout cas on peut imaginer assez facilement, des dark GPT. Mais donc ces outils vont aussi être utilisés par les acteurs de la cyber. Et c'est ça la bonne nouvelle, c'est que chez SentinelOne, je vais faire un petit peu de pub 2 secondes, mais on utilise l'IA depuis très longtemps. On fait partie de ces sociétés qui ont pionnières dans l'utilisation de l'IA dans la cybersécurité. Et on fait partie d'ailleurs dans le top 10 des sociétés d'intelligence artificielle. Là, on est la seule société de cybersécurité en termes de valorisation boursière. Et donc pour répondre à la question, effectivement, on a un outil qu'on a développé qui s'appelle Purple AI, Purple c'est la couleur de SentinelOne, qui va permettre d'utiliser ChatGPT pour notamment pouvoir discuter avec l'outil comme je pourrais le faire avec ma grand-mère, donc avec vraiment un langage normal, qui sera transformé en code et en technique pour l'outil, parce qu'il y a ce besoin de compétences. Je crois que c'est une des plus grosses problématiques dans la cybersécurité aujourd'hui, c'est la pénurie de compétences. Et bien, ces outils-là vont permettre de pouvoir, en tout cas par rapport, utiliser comme nous on veut le faire, de régler ça. Par exemple, je prends un exemple, mais il y a un certain langage pour utiliser une plateforme EDR, et demain, avec cet outil-là, plus besoin de maîtriser ce langage. On va pouvoir demander est-ce que j'ai tel type d'attaquant présent dans mon système d'information? Est-ce que j'ai des postes de travail vulnérables qui communiquent avec une IP sensible? L'outil va permettre aussi de proposer des investigations pour aller un petit peu plus loin, comme par exemple, si tu m'as posé tel type de questions, tu auras besoin peut-être de me poser tel autre type de questions. Par exemple, pour reprendre l'exemple, depuis quand est-ce que ces PC communiquent avec ces adresses IP? Donc le chat GPT finalement pour contrer les cyberattaques. C'est l'idée. Et maintenir sa gouvernance. Pardon? Et maintenir sa gouvernance. Absolument. Merci beaucoup David Rodriguez, on peut t'applaudir. Merci infiniment. Merci à tous. Je vais maintenant appeler à me rejoindre sur scène Christine Bertolu, Head of Collaboration Sales chez Cisco France, pour 7 minutes sur le thème, bien entendu, de la collaboration. Ah oui, effectivement, les marches n'étaient pas du bon côté, je suis désolé, mais... Christine, c'est à toi pendant 7 minutes, et je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir rester silencieux par respect pour nos invités. Et ensuite, nous aurons la table ronde et vous aurez tout loisir de pouvoir discuter pendant le dîner. Christine, c'est à toi. Merci Julien, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Et on va parler d'hybridation du travail. Toute la journée, on a pu observer déjà cette hybridation. J'en ai vu certains d'entre vous sortir discrètement des sessions pour rejoindre les espaces de coworking et rejoindre des réunions. C'était aussi le thème d'ailleurs, en entrée de journée sur le track IT, où on a pu partager avec le comité des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dont on a la chance d'être partenaire officiel sur la connectivité, la cybersécurité et la visioconférence, comment nous sommes en train de penser les Jeux de demain en mode hybride. Ce travail hybride, c'est quelque chose maintenant d'acquis socialement pour certains. C'est aussi devenu un atout pour les entreprises différentielles. D'après Adecco Group, 75% des collaborateurs seraient prêts à changer d'entreprise, même de réduire leur salaire, si leur organisation ne leur donne pas la flexibilité du travail attendu. Et vous l'avez tous vécu probablement dans vos organisations. Nous avons vécu beaucoup de changements dans ces dernières années dans ce sens-là. Évolution des contrats de travail, réaménagement, déménagement, évolution des infrastructures. Et pour autant, beaucoup d'entre vous témoignent encore ces difficultés de cohérence, de culture d'entreprise, d'engagement et de retour au travail. D'après Dimensional Research, 88% des collaborateurs témoignent de frustration dans l'expérience au travail. Alors je ne sais pas parmi vous qui a déjà vécu ce moment
en vous disant « j'aurais peut-être dû rester chez moi », tellement j'ai passé du temps à trouver une salle de réunion, à rejoindre une réunion, à partager du contenu. Ou à l'inverse, vous avez peut-être déjà senti cette frustration chez vous, pas du tout inclus dans la réunion avec des personnes qui ne regardent jamais l'écran ou la caméra et qui vous excluent de ces meetings. Et toutes les semaines, on voit dans la presse des grands noms, récemment JP Morgan, Google, Amazon, Disney, qui annoncent un retour au bureau un peu plus forcé et qui repensent leur politique d'hybride. Steelcase nous dit que pour retourner au bureau, les collaborateurs attendent 3 choses principalement. Ils veulent revenir pour se rencontrer, accéder à des outils spécifiques ou de qualité et se concentrer. Donc on voit des usages aussi divers que complémentaires et chaque organisation va devoir mettre en place une balance assez complexe pour corréler les besoins individuels et collectifs, des espaces figés et fluides, fermés et ouverts, et dans chacun d'entre eux se dire que peut-être il faudra ajouter à quelqu'un à distance, dans 98% des cas. Chez Cisco, nous sommes convaincus que l'IT et la vidéo ont un rôle important à jouer pour relever ces défis en y associant tous les métiers de l'organisation. L'IT, les ressources humaines, les services généraux, les RSSI, pour repenser l'expérience du travail. Pour les utilisateurs, nous développons des solutions les plus simples, inclusives et performantes possibles afin qu'ils puissent se concentrer sur leur métier. Et ce, en investissant profondément dans nos innovations hardware, software et en ajoutant des capacités d'intelligence artificielle et de machine learning. L'autre point sur lequel nous investissons en particulier, c'est l'interopérabilité. Et de mes discussions du jour, je pense que personne ne m'a pas évoqué ce thème. Quand vous rejoignez des réunions avec les solutions Cisco, vous pouvez rejoindre de la même manière un Microsoft Teams, un Google Meet, un Zoom ou un Webex. Et l'interopérabilité va bien au-delà de la visioconférence. Avec l'ouverture et les API disponibles sur la plateforme Cisco Webex, nous nous intégrons aussi de manière avancée dans les flux métiers et nous pouvons donc penser la digitalisation et l'hybridation de différents services, tels que la relation client par exemple, ou le recrutement, la formation ou l'événementiel avec les différents métiers de vos organisations. Pour rendre ça possible et gérable pour nos chers DSI présents dans la salle, ces solutions sont pensées pour être simples. Remonter le plus de données possible pour vous donner de la visibilité, de la capacité de contrôle, mais aussi beaucoup d'automatisation. Avec tous ces capteurs, qui peuvent être aussi de la présence, des capteurs environnementaux, nous avons aussi capacité à apporter beaucoup de valeur pour les RH et les services généraux, par exemple. Ils vont pouvoir comprendre l'usage de vos espaces de travail. Par exemple, se rendre compte que 90% du temps, une salle conçue pour 8 personnes est utilisée par une personne. Peut-être le moment de repenser cet espace et de créer 2 salles de réunion ou de lancer une campagne de formation. Aussi, on va pouvoir se rendre compte qu'une salle n'est jamais utilisée et se rendre compte que l'ambiance sonore est particulièrement élevée ou il fait particulièrement froid, etc., etc. Vous l'aurez compris, ces capteurs environnementaux vont aussi intéresser les équipes RSE pour pouvoir piloter et mesurer l'impact de leur politique de consommation énergétique. À ce titre, Cisco est particulièrement engagé avec un plan net zéro sur les 3 scopes d'ici 2040, validé par le SBTi, pour accompagner tous nos clients à rejoindre leurs objectifs eux-mêmes. Alors, je déroge un peu au thème de la soirée, parce que tout ce que je viens d'évoquer, ce n'est pas le futur. C'est des choses qui sont activables, des solutions à impact concrètes que certains de nos clients utilisent déjà. Donc rien de mieux que le vivre, et on aura plaisir à vous recevoir et vous le faire expérimenter très prochainement à quelques rues d'ici, dans nos nouveaux espaces Cisco. Merci et à très vite. Bonne soirée. Merci beaucoup Christine Bertolu pour cette keynote sur le thème de la collaboration.
Et maintenant, je vais accueillir notre table ronde de la soirée sur le thème IA, Green, Cyber, quel futur pour nos entreprises. Et Martial You, éditorialiste économique, arrive donc avec Laure Malhergue, fondatrice et CEO de Displace, Anthony Afflelou, président directeur général du groupe Alain Afflelou, vous pouvez les applaudir, et Jean-Marie Messier, président fondateur de Messier et Associés. Merci à tous, c'est à vous, merci. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir pour cette table ronde qui va associer en fait les trois mots vedettes, les trois mots clés du moment quand on veut parler d'une entreprise et de son futur. Et je me suis amusé ce matin à regarder toutes les homepages des principaux sites d'actualité économique. Et vous allez voir qu'il y a peu de chances de se tromper sur le fait qu'on soit ce soir dans un thème d'actualité. Sur le Wall Street Journal, vous aviez un article qui disait « Pourquoi l'intelligence artificielle est le prochain grand pari pour les entreprises qui travaillent sur le climat ». Vous aviez les Échos avec ChatGPT et IA, la fin des développeurs, point d'interrogation. Vous aviez le Figaro Écho. Je vous assure que c'était ce matin. Hein. Carrefour s'associe avec ChatGPT pour simplifier les courses de ses clients. Le Monde, dossier sur la publicité. Ça va nous intéresser ce soir, qui plonge dans l'IA. Et BFM Business nous proposait ChatGPT a-t-il créé une bulle en bourse et ChatGPT s'invite sur les 24 heures du Mans. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la thématique du moment, mais au-delà de ces mots, de ce diagnostic qu'on a à peu près tous fait, vous dans vos entreprises évidemment, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'intelligence artificielle, les problématiques environnementales ou encore le risque cyber et comment on intègre ces données-là pour pouvoir développer l'entreprise de demain. On va en discuter ce soir donc avec mes trois invités que je remercie d'être avec moi ce soir. Donc Jean-Marie Messier, Laure Malhergue et Anthony Afflelou. Trois profils qui se complètent, hein, puisque vous avez à la fois l'investisseur, banquier d'affaires, vous avez l'entreprise qui commence à avoir maintenant évidemment un poids international avec le groupe Afflelou, et puis la start-up. Donc ça va être intéressant de croiser ces différents regards. Jean-Marie Messier, on va commencer avec vous parce que je disais, il y a un petit côté presque tarte à la crème. Quand on dit IA, Green et Cyber, on a le tiercé dans l'ordre de ce que doit prendre en compte un manager aujourd'hui dans son entreprise. Est-ce qu'il faut prendre les trois dossiers en même temps quand on monte une entreprise ou quand on veut la développer, ou est-ce qu'il y a des priorités à donner aujourd'hui ? Bien, je vais commencer en vous racontant l'un de mes plus grands fous rires de ces derniers mois. ChatGPT sort au mois de novembre. Et puis, au mois de décembre, vous avez Elon Musk qui fait une grande déclaration. Attention, il faut 6 mois de moratoire. Alors, vous tous ici, qui savez de quoi on parle, vous savez par construction que l'IA n'est pas née avec ChatGPT. Ça fait des années que l'iceberg, que les technologies, que les méthodologies progressaient. Et puis, il y a un moment où il faut que l'iceberg émerge. Et là, il faut une icône. Alors, sur la convergence, ça a été l'apparition de l'iPhone 1. Sur l'IA, c'est ChatGPT. C'est-à-dire, c'est le moment où tout le monde prend conscience d'un problème. Et quand vous voyez Elon Musk vous dire « Oh, sur l'intelligence artificielle, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Il faut 6 mois de moratoire », vous pouvez rigoler un bon coup, et vous avez raison, c'était simplement une déclaration commerciale. Il était un tout petit peu en retard sur le développement de son propre moteur de langage. Il préférait qu'on arrête ChatGPT le temps qu'il rattrape. Mais si je vous cite cette anecdote, c'est que l'une des différences, par exemple, avec l'iPhone et la convergence, c'était une révolution sur 20 ans. ChatGPT et ses conséquences en matière de formation, en matière de métier, etc., c'est une question de 2 ou 3 ans sur lesquelles on doit s'interroger tout de suite et agir tout de suite. Et donc, il y a une urgence, il y a une nécessité autour de l'intelligence artificielle et des moteurs de langage qui est incontournable. Alors après, vous dites Green. Green, il y a un patron français à qui on doit tous être reconnaissants, c'est Antoine Frérot, le président de Veolia,
qui est le premier à avoir œuvré en faveur de la définition des entreprises à mission. Et oui, green, ça fait en fait partie de la mission. By the way, ça fait partie de la mission de l'entreprise, ça fait partie de la mission individuelle, ça fait partie de la mission institutionnelle, gouvernementale, etc. Donc une mission qui est partagée par tous, par tout le monde, organisation ou individu, c'est une nécessité impérieuse. On n'a juste pas le choix et on n'a pas le droit vis-à-vis de nous, vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis de nos petits-enfants, de ne pas le faire. Mais quand vous êtes sur un dossier d'investissement, ça fait maintenant partie des conditions sine qua non pour éventuellement investir sur une entreprise, financer un développement ? De plus en plus, oui, bien sûr. Parce que s'il n'y a pas cette dimension, on est en face d'une entreprise qui n'exerce pas sa responsabilité. Et la cyber, puisque vous avez associé les trois mots, pour moi, c'est un truc différent. Je suis né à Grenoble, j'adore le ski, c'est plutôt la descente et puis d'un seul coup, la crevasse, la petite ligne, là, puis si on ne fait pas attention, on tombe dedans. Et là, on pense qu'on a 2 mètres de trou, et puis en fait, c'est un trou sans fin. Donc, la cyber et la préoccupation cyber, c'est juste le souhait de ne pas tomber au fond de la crevasse, de ne pas avoir d'emmerde, de ne pas tomber au fond du trou. Et donc, ce n'est pas une nécessité, c'est une obligation si on veut réussir. Donc, pour répondre à votre question, les trois répondent à des logiques complètement différentes, mais même nous, les hommes, parce qu'on a un handicap par rapport à vous, on sait parfois être multitâche. Et donc, oui, il faut être multitâche aujourd'hui. Et alors, Laure Malherbe, justement, vous êtes sur une start-up encore récente, même si vous avez intégré la galaxie JCDecaux il y a quelques mois maintenant. Comment est-ce que vous envisagez justement le développement ? Vous êtes un peu, peut-être IA par naissance, un peu nativement IA, ou en tout cas, à tout le moins, vous êtes digital par naissance. Et donc, ça fait partie de votre ADN ? C'est comme ça qu'on le définirait ? Oui, l'IA, effectivement, quand on est une start-up et qu'on veut rendre les process plus intelligents, plus accessibles... on peut peut-être préciser, justement, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas Displace, exactement comment vous travaillez, ce que vous apportez au groupe JCDecaux, pour qu'on comprenne justement aussi comment le digital joue un rôle, évidemment. Ouais. Displace, en fait, c'est une plateforme technologique, donc une advertising platform, qui permet de relier plus de 800 000 écrans digitaux dans le monde et de réaliser des campagnes en temps réel aux enchères. Donc le même processus que de technologie sur Internet est maintenant accessible à des médias plus traditionnels, comme l'affichage digital. Donc ça permet de communiquer en temps réel et de cibler grâce à beaucoup de données, notamment de capteurs, sur les écrans et dans le mobilier, de pouvoir cibler extrêmement précisément des campagnes. Donc oui, digital, ADN digital, IA, c'est une nécessité. Mais il faut faire attention parce qu'une start-up, en fait, doit choisir ses combats. Un des plus gros risques, c'est la dispersion. Et donc, quand on est face à un phénomène, il faut vérifier que c'est testé, se demander si on veut investir dedans ou pas, savoir si c'est un phénomène de mode qui va passer ou si on veut investir durablement dedans. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui pour ChatGPT. C'est ce qu'on a, par exemple, laissé de côté pour le métaverse. Oui. Et en fait, c'est beaucoup... Qui était quand même le truc il y a un an, le métaverse. Oui, mais on voyait les milliards s'accumuler. Et quand on est au sein d'une galaxie comme JCDecaux, je le disais, d'un groupe quasiment séculaire, mais c'est pas loin d'être ça, JCDecaux se tourne vers vous en disant, vous qui êtes la nouvelle technologie et la nouvelle génération, c'est vous qui allez nous donner l'expertise, savoir si on va à fond là-dedans ou pas. Nous, on intervient beaucoup sur la data déjà, parce que pour pouvoir faire de l'IA, il faut beaucoup de data, il faut qu'elle soit accessible à grande échelle, qu'elle réponde rapidement, etc. Donc, une des premières missions, ça va être déjà ça, en fait. C'est déjà au niveau des grands groupes, c'est de rendre la data beaucoup plus accessible et très disponible. Et ensuite, sur la partie IA, aujourd'hui, ça va être... nous, on utilise l'IA depuis le début. C'est simplement là les technologies, l'IA générative qui effectivement est nouvelle et qu'on va tester pour pouvoir voir ce que ça peut apporter dans la publicité, comment ça va transformer, comment ça peut nous aider à opérer mieux, par exemple, des briefs de nos clients sans passer par des interfaces complexes, comment ça peut permettre de générer autant de créa qu'il y a d'écrans dans le monde, en temps réel aussi.
Anthony Afflelou, quand on a préparé cette table ronde, vous m'avez dit, c'est pas parce qu'on est une entreprise installée depuis un certain nombre d'années qu'il ne faut pas se poser des questions effectivement sur le digital, sur le numérique. Vous l'avez déjà fait alors que c'est un métier, on va dire, traditionnel, qui reste du commerce. Et aujourd'hui, comment vous regardez justement l'arrivée de l'IA par rapport à votre cœur de métier ? Effectivement, donc nous, on est un réseau de franchisés en optique et en audio. Ce sont des commerçants où la relation humaine et le service au client est très, très direct. Et il y a quelques années, on a entamé un processus, je pense que vous êtes assez tous familiers avec cela, de transformation digitale. Ça a d'abord eu pour conséquence de bien comprendre notre chaîne de valeur, de bien l'analyser et puis ensuite de déterminer où est-ce que les outils digitaux pouvaient justement s'insérer dans cette chaîne de valeur pour être la plus forte possible. On a aussi un enjeu, c'est que nos franchisés, ce sont des entrepreneurs et il faut qu'ils puissent adopter les différentes mesures. Donc, il y a quelques années, nous concernant, le digital était cantonné à un site internet. Maintenant, on a de la data, des projets omnicanaux, de la digitalisation en magasin. Par exemple, on a sorti il y a quelques temps un service de télémédecine. Et puis, on a une évolution qui, à mon avis, on doit se préparer justement à l'intelligence artificielle, qui a un certain choc, puisque c'est quelque chose de très neuf. Je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les opportunités qu'il peut y avoir, mais de la même manière que maintenant, on n'imagine pas que les entreprises puissent fonctionner avec le digital, ma conviction, c'est que dans quelques années, on ne se posera plus cette question-là avec l'intelligence artificielle. Donc, tout l'enjeu pour nous, ce sera de se dire effectivement en quoi les nouvelles technologies, de la même manière que le digital, puissent être un complément fort pour notre réseau de franchisés et nos magasins. Alors, Jean-Marie Messier, vous disiez tout à l'heure, finalement, on doit mener de front à peu près les 3 axes de notre table ronde ce soir. Et évidemment, le green fait partie de l'ADN désormais, de la raison d'être, effectivement, des entreprises. Mais un des reproches qui est fait à l'IA et au digital au sens large, c'est précisément d'être tout sauf écolo. Et que ça génère précisément une pollution numérique qui est assez difficile à mesurer d'ailleurs. Comment est-ce que du coup on est à la fois IA et green ? Il y a quelques exemples. Vous prenez dans les fonds d'infrastructure, il y a un fonds, je n'ai pas comparé les fonds français. J'allais chercher mon exemple côté américain qui s'appelle Digital Bridge, qui est dirigé par un garçon qui s'appelle Mark Genzi, qui investit essentiellement dans les infrastructures télécom et dans les data centers. Mais sur les data centers, qui sont ce pollueur de CO2 et de changement climatique, il a une stratégie. Il n'y a pas un investissement s'il n'y a pas une capacité derrière, avoir une alimentation électrique 100% renouvelable. Donc il met la question green en amont, il s'en sert comme différenciateur. C'est un élément favorable pour lui d'ailleurs pour attirer des capitaux. Et c'est effectivement l'une des réponses. Les émissions, il vaut mieux les éviter à la base. Donc voilà une illustration d'une stratégie d'entreprise qui est green dans ce secteur de l'IA. Et c'est difficile malgré tout de dupliquer ça à peu près à tous les exemples. Enfin, je suppose qu'il y a plein d'entreprises qui ne peuvent pas forcément faire les deux en même temps. À la fois faire de l'énergie verte pour pouvoir dépenser leur propre énergie au quotidien. Bien sûr que là-dessus, il y a aussi des manières d'aider ces entreprises à éviter ces émissions de CO2. Et d'ailleurs, pour moi, c'est un sujet qui est important dans toutes les notations ESG et autres, c'est que sur l'environnement, on ne récompense pas celui qui évite une émission. Et je prends un exemple absurde, Veolia est pénalisé dans sa notation ESG parce qu'il consomme beaucoup d'eau. Vous allez m'expliquer comment vous traitez l'eau si vous ne la consommez pas, si vous ne la bougez pas, etc. Donc on a encore beaucoup de progrès à faire, y compris dans ces jugements par rapport à ce que sont les bonnes techniques et les bons moyens d'apprécier l'efficacité en matière de changement climatique, en matière d'émissions de CO2, d'une manière générale. Alors, Jean-Marie Messier disait, Laure Mahler, c'est un moyen d'attirer des investissements, évidemment, d'être écologiquement responsable. Vous qui êtes une boîte de tech, à la base, est-ce que c'est aussi un moyen d'attirer des talents ? Parce qu'on a vu qu'il y avait quand même
une vraie sensibilité des nouvelles générations, et notamment des générations d'ingénieurs, d'avoir cette prise en compte quand même dans leur travail, de donner du sens au travail. Ça se joue aussi là-dessus ? Oui, alors si l'IA est effectivement dans l'ADN des startups, le côté green, initialement, l'est pas forcément, étant donné qu'on est quand même sur une croissance rapide et que pour aller vite, souvent on est prêt à payer cette croissance. Sur la partie green, c'est un vrai changement de mentalité dans les startups. On voit aussi où en est aujourd'hui l'État de Californie et ce qu'elle demande de faire vis-à-vis des startups. En fait, il y a, en dehors effectivement des data centers green, etc., il y a toute une logique en fait, de construction de produits directement qui intègre le fait d'avoir des émissions faibles. Et pour qu'on puisse utiliser vraiment l'IA à terme, qui est très consommatrice d'énergie sur certains produits, sur certaines particularités, il faut qu'on puisse aussi, pour contrebalancer, avoir des produits qui sont low carbone. Il y a des fois une surabondance de technologie à des endroits où il n'y en avait pas forcément besoin et où il y a besoin et on peut revenir à un peu plus de sobriété pour pouvoir vraiment être capable, à certains endroits où on a besoin de machine learning, où on a besoin d'énormément de data, là, de venir travailler sur les IA et venir sans impact trop important sur l'environnement. Et aujourd'hui, attirer les jeunes talents, nous, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont effectivement, on le sait, en quête de sens. Ils ont besoin d'entreprises qui sont plus à mission, d'entreprises plus vertes, avec de l'équité, de la diversité et de la data privacy. Nous, c'est un peu l'angle par lequel on aborde la partie cyber, en tout cas la protection des données personnelles. Souvent, ils ont ces intentions, et ils ne savent pas encore comment bien les opérer. C'est-à-dire que je pense qu'ils sont pas forcément... Ils sont éduqués dans les écoles maintenant sur ces sujets-là, mais je trouve que dans la mise en œuvre, il y a des méconnaissances sur ce qu'ils consomment vraiment, ce qu'ils ne consomment pas, sur un certain nombre d'aspects comme ça chez les jeunes, où l'entreprise en fait, doit aider à éduquer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que par contre, il y a cette ambition et qu'en le mettant en avant, ça permet effectivement d'attirer plus de jeunes talents. Et c'est vrai que on en parlait quand on préparait l'émission, mais c'est moi quelque chose qui me frappe à chaque fois au forum de Davos, où vous avez Greta Thunberg qui traditionnellement vient faire la morale aux grands patrons qui sont là parce qu'ils prennent des jets pour venir, et les grands patrons qui sont des gens bien élevés quand même, répondent en coulisses que ce serait bien qu'elle arrête de tweeter toutes les 3 minutes, parce que ça aussi, ça consomme beaucoup autant qu'un jet. Bon, voilà. Donc on voit bien qu'il y a des débats de fond sur qu'est-ce qui consomme véritablement. Anthony Afflelou, vous avez aussi, alors on disait c'est un moyen d'attirer aussi quand même des talents dans l'entreprise, d'avoir un vrai engagement environnemental. Pour vos clients aussi, j'imagine que de temps en temps, vous devez avoir un retour de la part de ceux qui viennent chez vous et qui veulent aussi une forme d'engagement sur ces questions-là. Pour nous, ça touche toutes les parties prenantes. Je pense qu'on ne réalise pas encore à quel point la RSE pourra être très constructive et déterminante dans l'avenir des entreprises. Jean-Marie, vous discutiez à propos justement des critères ESG pour les investisseurs. Nous, dans notre structure capitalistique, on a un fonds d'investissement et vous pouvez me croire, en l'espace de quelques années, on a eu des critères de plus en plus importants, que ce soit sur le suivi des émissions carbone, la gestion de nos stocks, la parité hommes-femmes, qui sont des critères en fait complètement déterminants pour des investisseurs. Et si les entreprises n'y répondent pas, ils peuvent complètement passer leur investissement. C'est pas du greenwashing, c'est vraiment, on vous met ça en face. C'est totalement cela. On dit aussi souvent qu'on ne parle pas de stratégie RSE, mais de se dire comment la RSE est impliquée dans la stratégie d'entreprise. Je vous donne quelques exemples très concrets. On parlait de la gestion de l'eau. Nous, dans tous nos magasins, on a des machines justement qui peuvent tailler les verres pour s'ajuster aux montures. Ça consomme de l'eau. Il nous est demandé de consommer moins d'eau par rapport à ces machines. Donc là, ça repense beaucoup de choses par rapport à la logistique, aux machines qu'on met dans tous nos magasins. Les stocks, à partir de fin 2024, on aura interdiction de détruire les invendus. C'est-à-dire qu'en amont, on doit quand même repenser à beaucoup de choses concernant la logistique, la production, et peut-être justement qu'une des solutions importantes sera au niveau de l'intelligence artificielle, dans la capacité prédictive qu'on aura à adresser une offre et des produits par rapport à une demande. Et par rapport à nos clients, effectivement, c'est une demande qui est de plus en plus importante.
Je pense que dans l'intention, il faut être humble dans la démarche. On est aussi dans un système économique qui n'est pas totalement basé sur de la RSE, mais on doit pouvoir justement répondre à une certaine demande, notamment au travers de clients qui demandent des produits qui peuvent être en matière recyclée. Donc nous, par exemple, on a mis de manière obligatoire il y a 2 ans, dans le cahier des charges de nos magasins, chaque magasin doit pouvoir être en capacité de recycler des montures et des lentilles usagées. Ce sont des petites initiatives, mais mis bout à bout, c'est sûrement ça qui pourra faire quelque chose d'important. Jean-Marie Messier, sur l'intelligence artificielle, sur ChatGPT, je ferai un tour de table avec vous 3, en fait, sur cette question-là. Il y a la problématique de la jeunesse. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un livre avec mon fils qui est en école de commerce pour apprendre à utiliser ChatGPT quand on est étudiant, et que ce n'est pas forcément de la gruge ou de la triche. Est-ce qu'il n'y a pas un souci dans cette intelligence artificielle, à la fois pour faire une place à la jeunesse et pour enseigner, intégrer ça dans la formation, cette intelligence artificielle, quand on voit que Sciences Po interdit, par exemple, l'usage de ChatGPT, alors qu'on sait que ce sera dans le quotidien de nos jeunes, sans doute dans les années qui viennent. Non, mais si Sciences Po veut continuer de régresser de 10 ans chaque année, il faut qu'il continue comme ça, en gros. Mais Martial, vous avez raison de poser la question et en termes d'enseignement, de formation, et en termes de métier. En matière d'enseignement, moi, j'aime toujours les exemples très, très concrets. J'ai un copain qui est un grand chirurgien cardiologue, qui faisait partie de l'équipe de Cabrol lorsqu'il a fait la première opération à cœur ouvert, qui enseignait. Et l'été dernier, j'avais été frappé par une conversation avec lui, où il me disait, cette année, j'arrête l'enseignement à la fac de médecine. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Il me dit, parce que ce qu'on me demande de faire est un non-sens, parce que c'est des conneries, parce qu'on me demande d'apprendre aux étudiants des facs de médecine du par cœur. Du par cœur sur la définition des pathologies, sur les moyens de les traiter, etc. Ça ne sert à rien. La chose aujourd'hui, c'est quand on fait un IRM, quand on fait un scanner, c'est de l'envoyer sur le bon site, d'avoir accès à la bonne ressource, et on a en 3 secondes le meilleur diagnostic possible dans le monde, et on n'a pas besoin d'apprendre des pages et des pages et des centaines de pages de listes de médicaments, de trucs, etc. Et il dit, du coup, je préfère arrêter, plutôt que d'être devant mes étudiants, et de ne pas leur dire ce que je vous demande de faire est une connerie par rapport à la pratique que vous devrez avoir de votre métier dans le futur. Et je trouve que c'est une très bonne illustration de ce problème de formation. C'est-à-dire, la chose qui sera importante demain, c'est pas d'apprendre des séries de solutions, de modèles, ce sera de savoir poser les bonnes questions à la machine, à l'intelligence, qui vous donnera la meilleure réponse. Et puis la deuxième question, ça c'est du côté formation. Du côté carrière, l'un des points qui est extrêmement important, c'est que l'intelligence artificielle et les moteurs de langage comme ChatGPT sont vraiment susceptibles de tuer beaucoup de débuts de carrière. Et j'aimerais savoir comment on fait une carrière sans avoir un début de carrière. Et regardez tous les métiers, c'est vrai aussi en partie du mien. Lorsque vous regardez une opération de fusion d'entreprise, que vous allez chercher les comparables, les stratégies d'entreprise, etc., l'intelligence artificielle peut vous faire gagner du temps, de la fiabilité et un saut quantique de productivité qui est considérable. Et l'une des questions qu'on va devoir se poser tous à notre niveau dans nos fonctions et dans nos équipes, c'est comment est-ce que je ne tue pas le début de carrière, donc comment est-ce que j'oriente correctement la formation, côté machine learning au départ, et ensuite comment est-ce que je garde des débuts de carrière qui donnent envie et qui permettent de faire ce que finalement aucune intelligence artificielle ne fait, c'est savoir dans mon métier comment je connecte les dots. Parce que l'intelligence artificielle, elle a envie de connecter les dots à votre place. Ouais. Et ce qui fait l'expérience, c'est la capacité de connecter les dots. Anthony Afflelou, vous avez
des formations, de l'apprentissage au sein évidemment des différentes boutiques Alain Flelou et de vos franchisés. Ça s'intègre, ça, comment justement ces débuts de carrière qui sont potentiellement en concurrence avec l'IA ou avec des machines qui sont plus efficaces que les hommes, quoi. Il n'y a pas encore toutes les réponses à ces questions puisqu'on est encore au début de l'histoire concernant l'intelligence artificielle. Donc, par rapport à toutes les opportunités que cela ouvre, il y a aussi des craintes. Je me souviens, en tout cas nous concernant, qu'il y a quelques années, quand on parlait juste du développement du digital et de l'e-commerce, on disait que ça allait tuer le retail et que ça allait détruire des emplois. Au final, ça en a créé pas mal. Je pense que la plupart de nos métiers et des métiers autour de la data et du digital sont relativement neufs. Du moins, ça s'est beaucoup développé sur ces dernières années. Donc, moi, je suis convaincu que si on fait les choses de manière intelligente, c'est plutôt de se dire quelles opportunités cela crée, quels emplois cela peut créer demain. Ça, je ne le sais pas encore. Mais il s'agira surtout pour nous de se dire, comme on l'a toujours fait, comment avant tout, finalement, l'intelligence artificielle, le digital, s'inscrit dans une notion de service. Et c'est à partir de là, on pourra créer, à mon avis, plus de valeur. Revenir au cœur de métier, en fait, toujours. Revenir au cœur de métier, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un métier qui doit être basé sur la confiance entre le client, l'opticien, l'audioprothésiste. Est-ce que la machine ou l'intelligence artificielle remplacera cette confiance, ce degré de confiance? Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, tout notre enjeu, ce sera pour le renforcer. Voilà. Donc ça va être un point très important pour nous, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent. Vous savez, j'avais lu une étude sur l'intelligence artificielle qui disait que c'est la première fois que l'homme crée un système qui est capable de connecter des données plus rapidement que lui. Et c'est-à-dire que nous, on a une capacité, une intelligence qui fait que la connexion de nos neurones, qui se fait de manière très très rapide, fait qu'on soit très intelligent. Et du coup, au niveau de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de totalement neuf pour nous. Laure Malherbe, vous arrivez, vous, à voir aussi dans votre domaine d'activité ces métiers, ces opportunités qui peuvent exister? Parce que c'est vrai que souvent, quand on discute avec les différents chefs d'entreprise, il y a une espèce de voile blanc. On sait que l'intelligence artificielle arrive, qu'elle va forcément modifier la vie des entreprises sans savoir forcément quel métier mettre derrière et comment l'appréhender. Alors, pour moi, ça va être dans tous les métiers et ça m'intéresse beaucoup de comprendre en fait comment ça va transformer chacun des métiers. Bien sûr, il y aura des nouveaux métiers comme à chaque fois. Il y a des gens qui vont entraîner les IA, il y a des gens qui vont contrôler leurs hallucinations, mais il y a surtout en fait entre 40% à 63% des tâches au quotidien de chacun des métiers qui vont être assistées par de l'IA. Et donc ça veut dire que la vraie révolution, c'est que c'est une technologie qui ne va pas être cantonnée justement à des services techniques ou à des personnes qui sont proches de la technologie. Ça veut dire que ça va transformer l'intégralité des métiers et ça va transformer la vente, par exemple. Alors nous, si je prends le cas, par exemple, de Display, c'est le fait que pour les métiers de vente, la prise d'un brief pour réaliser une campagne, en fait, va pas forcément passer par un humain, va pas forcément passer par le fait de devoir avoir des interfaces de ciblage complexes, mais va pouvoir être interprété et ensuite restitué sous forme d'un plan média beaucoup plus facilement avec un langage parlé, là où en fait on a obligé les gens à passer par beaucoup plus d'étapes. Donc ça va amener de l'accessibilité, mais ça va aussi amener le fait que les vendeurs vont devoir s'adapter à ça. Dans les métiers évidemment de développement, ça va aussi transformer leur quotidien. Et puis ça va, pour reboucler avec la partie cyber, ça pose aussi des vraies questions de protection de la donnée. Nous, on voit que quand les développeurs commencent à faire corriger leur code, etc., par ChatGPT, ça veut dire la propriété intellectuelle qui est confiée à ChatGPT, ça veut dire des règles qui vont devoir être trouvées aussi pour pouvoir éviter de mettre l'intégralité de toutes mes campagnes depuis 2020 dans ChatGPT pour que ça me ressorte comment je peux optimiser mon plan média. Donc voilà, il y a des avantages, il va falloir être capable de bien contrôler ça aussi d'un point de vue cyber, et je pense que ça,
tout ça, c'est aussi des nouvelles opportunités et des nouveaux métiers. Juste avant la conclusion que je vous confierai, Jean-Marie Messier, on approche de la fin. J'ai entendu que ça commençait à s'impatienter avant le repas, mais juste d'un mot, Anthony Afflelou, on parlait de crevasse tout à l'heure avec le risque cyber. Quand on est une entreprise finalement très éclatée comme la vôtre, même si on a l'impression que c'est un seul et même groupe, c'est vraiment la bête noire, c'est l'angoisse d'être le plus protégé possible face à ce risque cyber. C'est un enjeu majeur. Quand on parle de priorité, il y a les priorités qui nous permettent justement d'avoir de nouvelles opportunités de se développer, et puis il y a aussi les priorités qui nous permettent d'éviter le pire. Donc la cyber, évidemment, c'est une priorité qui est maximale. J'ai envie de dire que la donnée de nos clients, la donnée de nos infrastructures, la donnée aussi de nos franchisés, c'est le cœur de notre entreprise. Vous êtes un tiers de confiance, quelque part au final. On est un tiers de confiance, tout à fait. Nous, dans notre contrat de confiance avec nos franchisés, justement, c'est de pouvoir gérer leur activité, la communication, leurs clients, leurs produits. Donc, toute la data qui est reliée à ça, c'est vraiment, on va dire, la richesse de notre entreprise. Donc, la protéger, évidemment. Chaque année, d'ailleurs, il y a des nouvelles protections qui ressortent par rapport à de nouveaux enjeux. N'est-ce pas, Ludovic? Mais voilà, c'est un enjeu extrêmement important. Jean-Marie Messier, en guise de conclusion par rapport à ces trois mots-clés, évidemment, qui nous occupent pour essayer de définir l'entreprise de demain, on a vu en Asie, en Chine, un ordinateur doté de l'intelligence artificielle diriger une entreprise de jeux vidéo, je crois. Ça va aussi modifier ces schumpeteriens, y compris pour les grands patrons, d'avoir cette intelligence artificielle qui peut challenger. Ça l'est pour tout le monde, et puis on les voit passer le barreau de New York, oui, dans de bonnes conditions, etc. Mais peut-être pour une conclusion super rapide, je voudrais faire un petit sondage. Qui parmi vous a déjà posé à ChatGPT la question « Est-ce que je dois avoir peur de toi ?» Est-ce que vous y êtes... alors, je vous conseille... Regarde, oui. Je vous conseille parce que c'est très intéressant. Moi, j'ai le fait, puis je le refais de temps en temps pour voir si la réponse change. Hein. ChatGPT, est-ce que je dois avoir peur de toi? Alors, comme c'est pas mal fait, l'une des premières réponses, c'est oui, bien sûr, parce que dans toute intelligence artificielle, il y a un risque de biais. Mais n'oublie pas que le biais vient de l'algorithme que toi, tu as fait. Et ça pose une bonne question, qui est celle qu'on voit des fake news dans le domaine des réseaux sociaux, etc., qui est qui contrôle la qualité des algorithmes qui sont à la base de ces moteurs de langage. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que si on fait confiance au gouvernement pour réagir et encadrer, il y a belle lurette que ce problème aura été résolu par ailleurs par l'initiative privée. Mais c'est intéressant de voir dans la réponse de ChatGPT, je n'oublie pas que j'ai un algorithme en haut et que s'il y a un biais, il a pu être donné à ce moment-là. Et puis il y a une deuxième partie de la réponse, et je suis sûr que ce soir, quand vous allez rentrer et que vous allez faire ChatGPT, est-ce que je dois avoir peur de toi, vous allez trouver cet élément-là dans sa réponse, qui est de dire, je ne prendrai jamais ta place, parce qu'il y a une chose qui n'est pas à ma mesure, qui n'est pas à ma portée, c'est l'émotion. Et quand tu prends une décision, il y a dans une décision, ou il y a dans la création, une part d'irrationnel, à laquelle moi, ChatGPT, je ne peux pas participer. Alors certains rajouteraient pour combien de temps, point d'interrogation, point de suspension. Ça, c'est le début du prompt suivant. Mais ça, c'est pour la réponse. Non. Mais derrière, et je terminerai là-dessus, derrière cette réaction dans la réponse de ChatGPT, il y a pour moi quelque chose qui est important, c'est qu'effectivement, la décision du patron, Dieu sait si elle est irrationnelle, si elle est basée sur de multiples critères, dont certains sont parfaitement analysables et dont d'autres ressortent des fantasmes, des peurs ou des visions que chacun peut avoir. Et ça m'amène à une question avec laquelle je vous laisserai. C'est que derrière ChatGPT, il y a aussi une modification du rapport au travail.
et que on a longtemps je ne cite naturellement aucun homme politique, le motto en matière de travail, c'était travailler plus pour gagner plus. Oui, avec l'intelligence artificielle, pour moi, le motto de demain, c'est travailler moins pour créer plus. Et comment est-ce qu'on s'adapte dans nos modes de travail, dans nos modes de formation et dans le mode d'encadrement de nos jeunes pour arriver à ce qui finalement est l'utilisation la plus intelligente de l'intelligence artificielle, c'est travailler moins pour créer plus. Merci beaucoup Jean-Marie Messier, merci Laure Malhergue et merci Anthony Afflelou. Merci à tous les trois pour cette table ronde. La soirée va se poursuivre bien évidemment. Alors je ne sais pas si je passe la parole à Julien ou si, voilà, je le vois qui s'approche. Je vous souhaite d'ores et déjà de toute façon une bonne continuation, une bonne soirée et puis un bon appétit bien sûr. Merci. Il n'y a pas de loup, Martial, c'est ça? Il faut en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci à Laure Malhergue, Anthony Afflelou et Jean-Marie Messier pour cette table ronde animée par Martial You. Je vais vous demander, juste pendant que voilà, ça y est, la scène va être dégagée. Juste avant le dîner, on a quelques minutes de keynote avec Easy Vista. Et je vais appeler Cédric Sibeauvoisin, directeur général d'Easy Vista France, à me rejoindre sur un thème global. Cédric, voici le micro, qui concerne les 3 métiers. Oui. Bonjour à tous, Cédric Sibeauvoisin. Je suis venu vous parler du service management. Alors j'ai bien conscience que je suis le dernier à passer et que ça s'impatiente. Donc je vais essayer de faire bref. Ça fait 20 ans que je travaille dans le service management, 10 ans chez Easy Vista, éditeur français présent à l'international et spécialisé dans l'ITSM. Et on est sur un marché qui est en pleine transformation. Et pour résumer, je citerai juste une annonce du Gartner qui a annoncé très récemment l'arrêt de sa publication annuelle du Magic Quadrant sur les solutions d'ITSM au profit d'une étude sur les outils d'expérience numérique des employés et de workplace. Et donc moi je suis venu vous parler de 3 sujets qui tournent un petit peu autour de cela. Le premier, l'utilisateur. Le deuxième, qui est une extension des solutions ITSM, une extension horizontale au métier. Et puis une troisième, qui est l'extension verticale sur des solutions un petit peu plus techniques couplées à l'ITSM. En ce qui concerne les utilisateurs, on assiste aujourd'hui à une grosse problématique chez les clients qui est d'une part de réduire la communication email et téléphonique et en même temps d'être au plus proche des collaborateurs. Et donc on assiste aujourd'hui véritablement à une intégration des solutions ITSM dans les solutions telles que Teams. Le but du jeu est d'être directement connecté dans l'environnement de travail de l'utilisateur. Le deuxième sujet, c'est comment faciliter l'interaction entre la DSI et le collaborateur. Et cela passe effectivement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, par l'intelligence artificielle, par l'ajout de chatbots, d'agents virtuels qui sont de plus en plus sophistiqués et qui vont permettre de pouvoir comprendre quel est le souci rencontré par l'utilisateur et de potentiellement pouvoir le dépanner. Le troisième sujet en ce qui concerne les utilisateurs, c'est le collaboratif. On part du principe que la connaissance est à la DSI, ce qui n'est pas forcément le cas, notamment sur les applicatifs métiers. Et donc tout l'enjeu est d'arriver à connecter des utilisateurs métiers entre eux au travers de la plateforme ITSM, de manière à ce qu'un utilisateur qui rencontre un besoin, un souci sur un applicatif X puisse être conseillé par l'un de ses pairs. Et puis le troisième sujet, au niveau des utilisateurs, c'est la mesure de sa satisfaction. On était auparavant exclusivement sur le SLA, la mesure technique, est-ce qu'on est dans les SLA? Et aujourd'hui, on est de plus en plus dans ce qu'on appelle le XLA, la mesure du XLA, qui est donc la mesure de l'expérience, la déclaration par l'utilisateur de son ressenti, de son expérience avec les services fournis par la DSI.
Deuxième sujet, c'est l'extension verticale avec deux processus qui sont relativement classiques et toujours d'actualité, qui sont la gestion de parc et la CMDB. Avec une première problématique qui est comment l'alimenter. Très longtemps, on a été exclusivement basé sur des outils d'inventaire, des outils de découverte. Néanmoins, aujourd'hui, on est face à un SI qui est de plus en plus hybride, de plus en plus distribué. Et la grosse question que l'on se pose, c'est comment garantir avec ces outils de découverte la complétude de l'inventaire. Et donc, on est en train de basculer vers d'autres types de technologies qui sont plutôt basées sur la collecte et la mise en corrélation de données en provenance de différentes sources de données. On a plusieurs outils qui gèrent de la data au niveau du SI, que ce soit les outils de backup, les outils de monitoring, les outils de supervision, les antivirus. Et donc, en collectant l'ensemble de ces données, en les mettant en corrélation, on arrive à se constituer un référentiel très complet, de manière à pouvoir alimenter effectivement soit la gestion de parc, soit la CMDB. En ce qui concerne la gestion de parc, on était sur une gestion relativement traditionnelle pour gérer des contrats, des maintenances, des matériels. Et on a de plus en plus une prise en compte du Green IT. L'objectif étant de pouvoir mesurer l'empreinte carbone, de pouvoir identifier quels sont les matériels les plus énergivores, de pouvoir gérer l'obsolescence, non pas anticiper l'obsolescence, mais la prolonger. Ou de pouvoir intervenir sur des machines qui fonctionnent en 24/7 alors qu'elles n'ont pas lieu d'être. En ce qui concerne la CMDB, on était majoritairement sur des sujets liés à la garantie des services fournis par la DSI et on assiste à un basculement ou à une prise en compte du risque cyber. L'objectif est de pouvoir identifier le degré d'exposition au risque du SI. Lorsqu'une faille CVE est publiée, comment celle-ci pourrait potentiellement se propager dans mon SI. Si j'ai une attaque, comment identifier les flux, quelle partie du SI je peux arriver à isoler. Troisième sujet sur lequel je voulais revenir, c'est l'expansion horizontale au métier. Aujourd'hui, avec l'ensemble de nos clients, on discute tous les jours de comment intégrer, onboarder différents départements dans l'ITSM. On ne parle plus d'ITSM, mais de SM. Et je crois qu'il y a un processus qui aujourd'hui est interdépartemental au niveau des entreprises, c'est la gestion des entrées et des sorties collaborateurs. Il y avait une étude IT for Business qui est sortie en 2023, au début de l'année, qui disait que 70% des organisations n'ont pas un processus clair de la gestion des sorties de collaborateurs. Et tout l'enjeu consiste à effectivement faire collaborer ensemble des équipes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler conjointement, et ce, de façon auditable et efficace. L'objectif étant de pouvoir garantir non seulement la sécurité physique, l'accès au bâtiment, la sécurité logique, l'accès aux applications, et puis la sécurité informationnelle, avec notamment l'usurpation d'identité. Voilà, donc on est sur un marché qui est en pleine transformation, et la majorité des projets aujourd'hui sont des projets de remplacement d'outils liés à l'obsolescence. Les outils acquis à l'époque ne sont pas capables de couvrir ces enjeux, et sur des projets qui visent également à réduire les coûts. On est bien évidemment dans une optimisation des coûts, malgré l'expansion des périmètres couverts par ces solutions. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bon appétit. Merci beaucoup Cédric Simon-Voisin.
le micro. Eh bien voilà, c'est beaucoup mieux tout de suite avec le micro. Merci beaucoup d'être resté avec nous. J'ai le plaisir de vous retrouver pour cette deuxième partie de la soirée. On remettra le prix du meilleur community manager. On a beaucoup de gens qui attendent ce prix-là et qui ont participé aux différentes éditions que nous avons pu produire par ailleurs. On découvrira une association également partenaire de l'événement Future of IT, toute nouvelle et qui est partenaire également de l'Agora RSSI. Et j'accueille tout de suite sur scène à me rejoindre Frédéric Pozzi, Area VP chez Mulsoft. Frédéric, je t'invite à venir avec moi. C'était la surprise, j'attendais là. Merci Frédéric, tu as 7 minutes sur la data. Je te laisse. À tout de suite. Merci. J'ai la lourde tâche de passer avant le dessert. Mais il fait moins chaud qu'il y a un quart d'heure, donc je me sens vachement mieux. Bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être parmi vous. Je vais vous poser une question, parce que je vous vois à peu près tous. Qui connaît Salesforce dans la salle? Dites la vérité. Voilà, il y a 2 fois plus de mains qui se sont levées. C'est la première fois qu'on participe au gala. On nous a dit les thématiques, c'est la data, la sécurité, etc. Et en fait, je suis là pour essayer de vous expliquer de manière simple en quoi Salesforce travaille dans cet univers-là, réussit dans cet univers-là, spécifiquement autour donc, de la data et de la sécurité. Alors, le nouveau positionnement de Salesforce, c'est autour de sujets qui ont été débattus tout à l'heure pendant la table ronde sur l'AI, mais surtout, on nous connaît pour le CRM. Je pense que beaucoup d'entre vous utilisent cette brique-là. On fait aussi du marketing, on fait aussi du service client, etc. Mais aujourd'hui, on va parler de la data et qu'est-ce que Salesforce fait dans cet univers-là. Alors, principalement, les briques concernées chez Salesforce, pour les nommer, elles sont au nombre de 2. La première, c'est Mulsoft. La deuxième, c'est Tableau. Alors, le patron de Tableau est aussi dans la salle, donc ce n'est pas juste une comparaison de qui est dans le premier, qui est en deuxième. C'est juste que Mulsoft a été racheté en premier, il y a 5 ans. Donc, je vous fais un peu l'historique de la construction. Donc, acquisition de Mulsoft il y a 5 ans, dans un univers applicatif, une brique technologique, data. Et ensuite, Tableau est venu un peu après, pour la partie visualisation, décisionnelle, dashboarding, etc. Et donc, les 2 réunis, on combine une partie de l'offre data chez Salesforce, et c'est un sujet qui nous intéresse et qui vous intéresse aussi, parce que globalement, on s'intéresse à vos clients. Notre métier, c'est d'améliorer l'expérience de vos clients et de faire tout ce qu'on peut pour faire en sorte d'enrichir vos expériences clients, soit dans les actes d'achat de e-commerce, soit dans vos transactions B2B quotidiennes, soit quel que soit le canal, en fait, en réalité, on est là pour vous essayer de vous enrichir de données sur vos clients, vous permettre de prendre les bonnes décisions vis-à-vis de vos clients. Et c'est vraiment par ce biais-là qu'on adresse, nous, chez Salesforce, la technologie. Ce n'est pas forcément sur un angle uniquement tech, mais c'est bien par qu'est-ce qu'on va apporter à votre business en direct, à quoi on va contribuer dans la contribution de votre chiffre d'affaires, de votre marge, etc. Et c'est sur ces sujets-là qu'on essaye de travailler, de se différencier dans ce marché de la data qui est très vaste et dans lequel on va retrouver énormément de sujets. Et voilà. Et pourquoi on est là? C'est parce qu'aujourd'hui, on travaille de plus en plus, les clients ont de plus en plus besoin de connecter leurs écosystèmes. Donc je sais que toute la journée, vous avez eu des sessions sur la sécurisation, le stockage, l'accès à la donnée, la sécurisation du réseau, etc. Nous, on se positionne plutôt sur le niveau applicatif. Ça veut dire, en gros, comment rendre fluide la data, comment la faire circuler d'une de vos applications à une autre, et comment la restituer, la réexposer de manière sécurisée, en gérant qui, dans quel contexte va venir consommer cette data-là. Et également, avec Tableau, on vous permettra donc de visualiser ces données en temps réel pour pouvoir prendre des bonnes décisions au quotidien, au niveau opérationnel, supply chain et autres. Je vais vous donner un exemple concret, illustration d'un de nos clients qui s'appelle Edenred, que vous connaissez tous. Je pense que vous utilisez, beaucoup de vos entreprises utilisent en fait les tickets restaurants qui depuis assez longtemps ont été dématérialisés.
en quoi on peut aider cette entreprise aujourd'hui? C'est très simple, c'est non seulement les aider à gérer l'ensemble des flux financiers qu'ils traitent chaque jour quand on va payer le midi pour acheter à manger, mais au-delà de ça, c'est comment ils vont pouvoir se différencier par rapport à leurs concurrents. Et c'est là qu'on intervient. Donc, par exemple, aujourd'hui, ou par le passé, quand vous rejoignez une entreprise, vous faites partie de la flotte de l'entreprise, vous devez être d'abord onboardé dans l'entreprise, avoir accès évidemment à des mails et à différents systèmes, puis ensuite vous devez recevoir, parmi les choses que vous recevez en tant qu'employé, votre téléphone portable, votre ordinateur éventuellement, mais aussi votre carte ticket restaurant. Et aujourd'hui, on les aide justement à se différencier sur ce genre d'exemple-là, très simple, qui est d'automatiser le process d'onboarding de l'employé, d'être capable de se connecter ou d'offrir l'interface, l'API à leurs propres clients pour venir, dès l'onboarding du collaborateur, générer automatiquement la bonne carte ticket restaurant avec les bons credentials de sécurité qui sera livré directement à l'adresse en fait, du nouvel employé. Il fera partie de son package d'onboarding. Donc ça a l'air de rien, mais en fait la donnée là, elle a traversé plusieurs systèmes. On a mélangé de la donnée extrêmement sécurisée, donc personnelle, qui est stockée dans votre système d'information pour qu'il soit livré à la bonne adresse chez lui. Et on est capable de faire ça sans stocker la donnée. Donc je sais qu'on a eu un très grand pitch en introduction sur la sécurité de la donnée, mais là, nous, on ne la stocke pas. On va permettre de la rendre consommable de manière extrêmement sécurisée pour pouvoir offrir un nouveau service. Donc Edenred, non seulement il gère des flottes de cartes de paiement, mais ils gèrent aussi des services additionnels à destination de leurs clients corporate pour pouvoir aller plus loin et se différencier. Et évidemment, toutes ces données-là, l'activité, le chiffre, la consommation des cartes, la gestion de la flotte, peut être confiée à une data visualisation comme dans Tableau pour pouvoir ensuite afficher ça de manière temps réel aux exploitants. Donc voilà, c'est un peu l'angle qu'on prend nous pour travailler, c'est d'arriver à comprendre ce que vous faites, à comprendre les enjeux de vos entreprises et à faire en sorte tout simplement de vous fournir un support technologique qui inclut de la data, visualisation, qui rend la donnée fluide, quelle que soit la provenance de la data, j'insiste là-dessus, parce que c'est très simple à dire, on en parlait à ma table avec quelqu'un d'LVMH, c'est très simple à dire, Christelle, mais l'accès à cette donnée, en fait, dans les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué que ça à opérer. Et nous, on essaie de rendre ça extrêmement fluide, extrêmement simple. Et enfin, pour conclure, je vous engage à venir nous rencontrer quand vous voulez pour pouvoir discuter avec vous du prochain use case qui va intéresser vos métiers, votre direction générale, que ce soit supply chain, force de vente, marketing. On a la chance de pouvoir échanger sur des use cases qui sont vraiment pluridisciplinaires et de faire en sorte de rendre fluide cette data et de la rendre consommable de manière extrêmement sécurisée. Voilà ce que je voulais dire ce soir avant le dessert. Merci. Merci beaucoup Frédéric Pozzi. Avant de remettre le prix du Community Manager, j'ai Gérard Lémarie qui est revenu avec moi, CISO de Europe Assistance et coprésident et cofondateur de l'Agora des RSSI, qui voulait juste... c'est important que tu passes parce que ça fait 3 ans qu'on a créé l'Agora des RSSI. On en avait parlé, on l'avait imaginé. Et aujourd'hui, on produit Future of IT. Ton micro marche normalement. Ouais, il marche, super. Bonsoir tout le monde, je suis vraiment content de vous recevoir. C'est une première. On ne savait pas si forcément tout allait bien marcher comme ça. On est passé dans les différentes tables, c'est génial. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Tout à l'heure, j'étais pas avec vous parce que au même moment, il y a le coach de mon fils qui est en train de passer les oraux des grandes écoles qui m'a appelé. Je vous avoue que j'ai fait une priorité. Mais en fait, ça s'est ajouté à ce bonheur que l'on a ce soir. Et continuez comme ça, prenez du plaisir. J'ai l'impression que tout le monde est en train d'en prendre. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et moi, j'ai rien à vous vendre, personnellement. Mais on a simplement à vous vendre le fait que vous soyez tous ensemble, tous en même temps. Les RSSI, profitez pour vraiment augmenter votre communication. Élargissez votre spectre de communication avec les différentes fonctions transverses. S'il vous plaît. Et prenez du plaisir sur l'Agora des RSSI, prenez du plaisir sur les Agoras et rejoignez-nous encore le soir comme ça. C'est des moments formidables et des franchement très belles rencontres. Oui, c'est bon. Et je salue vraiment des gens que je connais, les amis. Il y a des amis dans la salle, il y a des gens que j'ai rencontrés ce soir qui sont des très belles personnes. Et encore une fois, on vous remercie. Merci beaucoup Gérard Lémarie, on peut applaudir, merci infiniment.
Je vais demander à Sébastien Guénard, avec qui j'ai eu le plaisir d'ouvrir la soirée, de me rejoindre sur la scène pour accueillir notre invité, un partenaire qu'on connaît bien dans le réseau Agora Manager. Les membres reconnaîtront. Bonsoir, merci et rebonsoir. Merci pour votre patience. C'est vrai qu'il fait chaud, donc on va essayer d'être rapide. Mais en tous les cas, j'ai beaucoup de plaisir et on a beaucoup de plaisir à faire venir sur scène Nathalie Doucet, présidente de Bessra de Belfond. On peut l'applaudir. Alors, bonsoir. Il n'y a jamais de hasard. Pourquoi j'ai demandé à Nathalie de venir nous rejoindre? C'est que son parcours marketing dont tu vas nous parler l'a amené à ce poste de présidence. Donc... Oui, parcours marketing, effectivement, c'est mon cœur de métier, le marketing et la communication, mais c'est surtout plus d'une vingtaine d'années dans le cadre d'une maison de champagne, maison de cognac, avant d'arriver à un poste de CEO, effectivement. Je suis peut-être tombée dedans aussi un peu petite, parce que j'ai un pied en Champagne, un pied en Bourgogne. Donc voilà, déjà l'amour du vin au départ. D'accord. Et donc, par rapport à la communication digitale, tu trouvais que c'était plus que d'importance? Alors, pour nous, c'est essentiel parce que pour pouvoir communiquer hors les murs, à l'international, que les gens vivent au quotidien la vie de l'entreprise, le cycle de vie du champagne, du produit, que ce soit la vendange, que ce soit la période où on coupe les vignes, que ce soit l'assemblage, que ce soit... Voilà, les réseaux sociaux jouent leur rôle. À partir de là, il y a aussi tout ce qui est événementiel. Bien évidemment, on a un souci en France, c'est la loi E20. Donc, on ne peut pas forcément dire les mêmes choses à l'international qu'en France, mais ça nous demande d'être de plus en plus agile et on s'en sort pas trop mal. Qui explique, entre autres exemples, que Bessra de Belfond, c'est bébé. Alors bébé, Brigitte Bardot, effectivement. Qui est l'égérie du champagne. Bessra de Belfond. Mais c'est Brigitte Bardot dans les années 60-70, c'est pas Brigitte Bardot actuelle. Mais oui, on a le droit d'utiliser son image à l'international. Et aux États-Unis, en Australie, il y a encore énormément de résonance. Voilà, donc remercier les 3 gagnants community managers. Exactement, c'est Noémie que vous connaissez pour la plupart toutes et tous qui va me rejoindre sur scène. Et pendant ce temps-là, je vais vous laisser découvrir Assovica, une nouvelle association partenaire de l'Agora RSSI de Future of IT. Et on se retrouve dans 1 minute. Non, tu restes pour la remise. La vidéo va arriver. Oui, ça y est. Un médecin obligé de soigner un patient sans accès à ses analyses biologiques, une directrice de collection qui perd 10 ans de création, un agent logistique qui ne peut retrouver les références produits dans un entrepôt pour finaliser une commande client, un dirigeant d'agence immobilière qui dépose le bilan, un voyagiste qui voit sa réputation détruite, un dirigeant qui a l'impression qu'un missile s'est abattu sur son organisation. Ces personnes ont toutes quelque chose en commun. Leur outil de travail a été impacté par une cyberattaque. Que faisons-nous pour ces victimes? Que savons-nous de leur traumatisme? Que savons-nous également du mal-être de ces professionnels de la cybersécurité qui servent de fusible en cas de problème et subissent au quotidien stress et pression? L'association de soutien aux victimes de cyberattaques, Assovica, s'est créée sur ce constat. Pour mieux nous protéger, nous devons mieux écouter les victimes et comprendre ce qu'elles ont traversé au-delà des seuls aspects techniques. Assovica offre un espace de témoignage aux victimes, sous anonymat si nécessaire. Nous sommes convaincus que préparées autant humainement que techniquement, les organisations ne seront plus des cibles privilégiées des cyberattaquants. Ubi Concordia, ibi Cyber Victoria, est ainsi notre devise. Dans la concorde, l'unité est et sera la cybervictoire. Rejoignez le mouvement en agissant avec nous, mais également en venant témoigner ou inciter des victimes à venir témoigner. Merci beaucoup, on peut applaudir cette nouvelle association Assovica. Et remercier Delphine Chevalier et Stéphane Lemay qui est présent ce soir également. Alors, Noémie, je le disais, on peut l'applaudir parce que beaucoup d'entre vous la connaissent. Et on lui doit, avec Bravo, Noémie. Clément, une grande partie du succès de cette soirée. Noémie, tu vas annoncer donc les chiffres de la communication digitale de ce soir. Merci beaucoup, Julien. En effet, tout d'abord, je tiens à toutes et tous vous remercier pour cette parfaite collaboration. Nous allons donc revenir sur les chiffres de la soirée. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer que le hashtag Future of IT a touché plus de 14 000 personnes ce soir. Celui-ci a été vu plus de 176 000 On peut applaudir. Je pense qu'on peut applaudir, oui.
Et là, maintenant, c'est le podium. Donc, c'est les trois nominés. Tout à fait. Donc, les comptes les plus actifs ce soir, en tout premier, en 3e position, nous avons Mathilde Yvelin de chez Keops Technologies. Nous pouvons l'applaudir bien fort. Enchaîne. En 2e position, le 2e compte est Pascal Rassoin de chez Magic Software. On l'applaudit également, s'il vous plaît. Et là, il y a du suspense pour le gagnant qui va recevoir un Magnum Best. Roulement de tambour. Roulement de tambour pour le grand gagnant qui est Brian Sylvain de chez Varonis, qu'on applaudit également, s'il vous plaît. Vous nous rejoignez tous les trois sur scène, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Venez sur scène pour la photo, la remise. Alors en attendant qu'ils nous rejoignent sur scène, est-ce que tu peux nous parler, je vais te porter quand même ce joyeux flacon, tu peux nous en parler un petit peu? Alors la maison va fêter ses 180 ans cette année. 180 ans d'une histoire... On va appeler Pascal Ravsin à venir s'il est toujours un là. petit peu particulière parce qu'on a un process qui est unique en Champagne. J'espère que vous avez pu apprécier les bulles. On a des bulles 30% plus fines qu'un champagne traditionnel parce que on a ce qu'on appelle la basse pression, c'est-à-dire qu'on met moins de sucre dans la liqueur de tirage. Donc basse pression, des bulles très fines et pas de fermentation malolactique. Bulles très fines de 30%. Voilà, 30% plus fines. Voilà. Merci beaucoup. Alors, on va faire alors passer Brian, la photo. Je crois Brian s'est perdu alors Brian est dans ici. le web. Non, Brian est là. Brian Voilà. est ici, mais par contre Pascal arrive, je le vois, c'est bon. Ah. Donc je pense qu'on peut les applaudir très Bravo fort. à vous. Bravo Brian, c'est pas la première année, c'est bien que tu viens, mais... Je te remets ton prix. Merci à toutes et tous, on peut Merci, vous applaudir on à enchaîne. nouveau. Merci beaucoup. Bah oui, j'espère aussi. Juste avant de faire la photo finish, on voulait également vous remercier du fond du cœur pour votre participation ce soir. On va appeler les personnes à nous rejoindre pour la photo de fin. Merci aussi parce que tout ça, toutes ces personnes que vous voyez sur scène, il n'y a pas que ces personnes-là. Il y a aussi la production qui a travaillé pendant des jours entiers pour que cet événement ait lieu. Je pense à Jérôme, à Margot, à Emma, à Léna. La communication également avec Anne, Émilie, Omar, Kevin, Roman, Ludovic également qui nous a beaucoup aidé sur la production de cet événement. Et je vais demander juste un tonnerre d'applaudissements pour Noémie Youssef et Clément Trébosque qui ont permis de réaliser ce gala. Noémie, tu peux monter sur scène pour la photo finish. Et Clément qui va arriver dans quelques instants, qui va nous rejoindre. Et tous les trois, au nom de nous trois, je remercie également Sébastien Guénard qui était là il y a un instant et Mickaël Lejar, nos deux coprésidents et nos cofondateurs du réseau Agora Manager, pour leur confiance qui est aveugle ou presque, on va dire. Mais merci, merci infiniment. Et merci à vous tous et au comité de pilotage, aux partenaires, aux membres d'avoir rendu tout ça possible. Merci infiniment. Alors nous allons appeler sur scène pour nous rejoindre AWS Imad Bejani, Bitdefender Laurent Tombois, CAS Software Rémi Jacquet, Keops Nicolas Leroy-Fleuriot, Cisco Christine Bertolu, Cohesity Christian Giry, Cyberason Guillaume Le Seigneur, Decideum Adrien Fouchik, les représentants de Dell également, EasyVista avec Cédric Cibeau-Voisin, Forinet avec Vyacheslav Terentiev, Yawai avec Rodrigo Vieira. Alors on va demander à toutes ces personnes de monter sur scène parce que je ne les vois pas arriver, donc pour la photo de fin avec les comités de pilotage.
Jalios, Jean-François Pellier et Johan Romain. Merci de venir tous sur scène. Magic Software, Eric Shop. MPI Partners, Olivier Grappin. NetApp, Philippe Charpentier. Netscope, David Loeb. Nutanix, Myriam Chabot-Didouche de Keriolet. OBS, Laurent Raymond. Palo Alto, Thomas Guérin. Click, Mathieu Lafaille. Kwanza, Philippe Albrecht. Rubrique, Antoine Lorty. Salesforce, Jean-David Benassouli. Samperis, Hugues de Basquiat et Roland Gage. Semarchi, Hervé Chaperon et Gilles Corcos. Sentinel One, les représentants sur scène. Et Varonis, Jason Vollerin. Merci à tous de nous rejoindre sur scène. Oui. Et les comités de pilotage également, j'espère qu'ils sont tous là, je ne les vois pas sur scène. Les 3 comités de pilotage. Nathalie Doucet également. Ah, les escrocs, ils montent en retard. Nathalie, attendu sur scène. Merci à tous et tous, passez une belle soirée, vous pouvez profiter du cocktail de fin dehors. Rendez-vous en 2024, bye bye. Trying to get your back on me, but I don't want, and you don't know.